Ici Victoria Savard et aujourd'hui, je rencontre le député de Vimont, Monsieur Jean Roussel, enchanté. Bonjour, madame. Maintenant, vous êtes rendu à votre deuxième mandat. Dans le fond, vous terminez votre deuxième mandat. C'est quand même assez long, là, avec la population. Vous devez avoir une connaissance plus approfondie, justement, de vos citoyens. Bien, écoutez, connaître les citoyens, j'y connais depuis l'âge de 8 ans, parce que je suis arrivé à Vimont. Non, je suis arrivé à la ville de Saint-Elzéar, parce qu'avant que ça s'appelle Vimont, ça s'appelait Saint-Elzéar. Donc, je suis arrivé à Saint-Elzéar, j'avais 8 ans. Par la suite, l'appellation de la ville a changé pour Vimont. Et dès mon jeune âge, bien, écoutez, j'ai toujours été très impliqué socialement par mon père qui a parti les Loisirs Saint-Bruno, parce que c'est mon père qui a parti les Loisirs Saint-Bruno. Et j'ai été à l'école Père-Vimont, donc j'ai élevé mon garçon à Vimont, donc lui aussi était à l'école Père-Vimont. D'ailleurs, on a eu le même professeur, ça c'était gênant pour le professeur. Oui, peu importe, mais je veux dire... le meilleur? Non, mais c'était gênant, je peux vous dire. Quand je dis, mon professeur, elle a dit, non, pas vrai, là, je ne reçois pas maintenant tes enfants. Oui. Et puis, donc, pour vous dire que oui, je connais Vimont depuis toujours. Donc, et puis par la suite, j'ai travaillé, j'étais policier à Laval, et mon secteur de patrouille, c'était Vimont-Auteuil. C'est Vimont. Écoutez, vous me devez poser la question si je connais les gens de Vimont. Oui. Je connais vraiment les gens de Vimont et puis ça depuis longtemps. Et c'est pour ça d'ailleurs que je trouvais ça d'une manière naturelle de me présenter comme député de Vimont et Auteuil. Je dis toujours Auteuil parce que la circonscription s'appelle Vimont et nous avons fait une demande au DGEQ que ça s'appelle Vimont-Auteuil parce que ça serait juste normal que ça s'appelle Vimont-Auteuil du fait qu'on couvre les deux secteurs. Mais malheureusement, le DGEQ a refusé. Donc, mais c'est pour ça que je dis toujours... Vous mentionne quand même souvent, vous incluez... Toujours, parce que les gens d'Auteuil font partie de Vimont et puis ils sont ici pour moi. Justement, c'est ça, vous êtes impliqué beaucoup socialement. Ça a toujours été dans votre... Bien, un petit peu dans l'ADN, je vous dirais, parce que, comme je vous dis, mon père, personnellement, il a toujours été très impliqué. Donc, comme je vous disais tantôt, mon père a parti les Loisirs Saint-Bruno. Donc, le premier bénévole qu'il a réussi à trouver en entour de lui, c'était un petit garçon de 8 ans qui a commencé à y faire placer les chaises, les tables, ramasser les poubelles. Donc, tu commences bénévole là, avec comme ça. Et ça m'a donné le goût vraiment de servir la population de cette manière-là. Donc, à partir de là, je me suis impliqué, que ce soit à Monteuil comme instructeur, que ce soit, écoutez, au niveau des Loisirs Saint-Bruno, par la suite, j'ai vieilli puis j'ai eu d'autres tâches. J'ai été président aussi de la Ligue de balle Saint-Bruno. Écoutez, il n'y a pas je me suis organisé aussi, mais je faisais partie aussi des escadrons 709 des cadets de l'air. Okay. Donc, j'ai été touché pas mal tous les organismes qui touchent à Vimont et à Auteuil. Parce que j'ai été élevé là-dedans, vous savez. Puis à chaque fois que je faisais quelque chose, bien, je me sentais bien. Par la suite, j'ai été policier qui, je ne sais pas, pour ceux qui se rappellent, il y avait une journée spaghetti des policiers à Laval. C'est moi qui étais le président. C'est au Sheraton? Oui, ça se faisait au Sheraton Laval. Ça a commencé au cégep au Montmorency. Et on a fait ça pendant 23 ans de temps. Et puis, écoutez, il y avait 5 à 6 000 personnes qui venaient là le dimanche qu'on l'organisait. Donc, belle organisation pour la Fondation canadienne du Rhin, dont j'ai été président aussi 3 ans. Donc, c'est ça. Je pense que ça fait partie de mon ADN d'aider les gens. Et c'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui comme député. Puis justement, aider les gens, vous avez été longtemps, vous l'avez dit vous-même, policier. Donc, ça, c'est sûr que ça a une influence maintenant sur votre vie politique. Bien, c'est sûr. Écoutez, quand tu es policier, tu vois toutes sortes de choses. Tu vois les malheurs des gens. Hein? Donc, il y a des fois, les gens ils vont regarder ça dans les journaux, mais quand tu es policier, tu le vis vraiment sur le terrain. Pas toujours facile, je vous dirais. Des fois, les policiers et policières vivent des moments pas vraiment faciles, je pourrais vous dire. Moi, vous savez, mon père était policier. Mon fils, maintenant, il est policier à Laval. C'est 3 générations. 3 générations de chez nous de policiers. Donc, écoutez, oui, ça change quelqu'un, le fait de travailler avec la population de cette manière-là. Mais ça grandit aussi, ça nous grandit parce qu'on est plus réaliste, on est plus conscient justement des besoins de la population en sécurité. Puis l'empathie, j'imagine. Bien, écoutez, effectivement, voir le malheur des gens, parce qu'on en a des gens aussi qui viennent à nos bureaux. Quand les gens viennent à mon bureau, des fois, je vous dis, il y a des gens, des fois, qui viennent à mon bureau, ils viennent me voir comme un conseil, comme policier, comme ex-policier. OK. Oui, ils viennent me voir, M. Roussel, je sais que vous êtes un ancien policier, vous feriez quoi? Bien, c'est sûr que
je suis limité. Je veux dire, j'ai conseil. C'est sûr que j'ai conseil toujours par la suite de voir le service de police en conséquence. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir. Puis oui, le fait d'avoir été au service de police, les connaissances que j'ai eues par le service de police, bien, ça aide la population. Ça m'aide dans mon travail aujourd'hui comme politicien. Oui, exactement. Justement, ça a dû vous aider parce que vous avez été adjoint parlementaire du ministre Martin Coiteux pour la sécurité publique. C'était quoi, justement, votre mandat? Bien, écoutez, j'ai été adjoint parlementaire à la sécurité publique et adjoint parlementaire aussi aux affaires municipales. Donc, auprès de M. Coiteux, le ministre Coiteux. Moi, je suis là pour l'assister. Donc, moi, vraiment, parce que M. Coiteux ne peut pas être partout. Donc, quand il y a question de représentation, à un moment donné, peu importe, c'est moi qui aidais. Mais aussi, il m'a donné des mandats au niveau de faire une étude au niveau des centres de détention au Québec. Donc, il y avait un centre de détention, qu'on a à Laval d'ailleurs, qui avait une mixité avec hommes et femmes dans la même prison. Et justement, on s'est organisé justement de séparer ça parce que écoutez, ça n'avait pas d'allure d'avoir, dans la même enceinte, avoir hommes et femmes. Donc, on a... Ils étaient ensemble? Non, c'était pas ensemble, c'était séparé. Sauf que les gens, écoutez, ils essayaient toujours de voir l'autre. Puis là, bien, la femme, c'est toujours elle qui pouvait être intimidée. Donc, bien beau que, oui, elle est en prison, mais elle n'a pas à vivre l'intimidation. Donc, on s'est organisé justement de régler la situation. Donc, entre autres, mais j'ai fait le tour des centres de détention pour voir si c'était correct. Je mangeais avec les détenus, je m'assoyais même dans leur cellule pour voir vraiment quoi améliorer et tout. Et j'ai rencontré, c'est sûr, les agents qui ont... les gens qui ont à travailler justement dans le centre de détention. Mais je rencontrais tous les gens, même les gens, les secrétaires qui, eux, me disaient, bien, M. Roussel, vous êtes le premier qui venait nous voir pour avoir... Bien, écoutez, je pense que c'est important de rencontrer tout le monde. Et une fois j'avais toutes les données comme telles, bien, je les ai transmises au ministre et puis ça nous aide justement à avancer dans certains dossiers. Parce que c'est ça, justement, les prisonniers, ça reste quand même des citoyens. C'est des citoyens à part entière, oui, ils purgent une peine. Puis là, vous allez dire, c'est drôle d'un policier parler de cette manière-là. Mais non, on est bien conscient. Il y en a qui n'ont pas de chance dans la vie. Il y en a d'autres qu'on sait qu'ils vont se retrouver d'une manière... et ça, les policiers qui m'écoutent, ils vont dire, il va-tu le dire? Oui. Il y en a qui ils se retrouvent systématiquement, ils reviennent systématiquement dans le système. Écoutez, toutes sortes de populations, toutes sortes de monde faire un monde, mais là-dedans, il y en a qui s'en sortent. Et puis, les gens qui travaillent au centre de détention travaillent vraiment fort pour la réhabilitation. Donc, réhabilitation que je crois. Oui. Puis, aussi, dans votre mandat, il y a aussi le sujet des inondations. Oui, un gros sujet qui, certains de mes collègues ont eu à travailler fort, comme ma collègue de Fabre, Monique Sauvé, qui était la plus touchée, je vous dirais, à Ville-Laval, mais qui ont fait un travail extraordinaire sur le terrain. Jean Bell, aussi à Sainte-Rose, il a été un peu touché. Et puis, je vous dirais peut-être un peu Guy Ouellette de Chemédé. Mais je pense qu'on a trouvé des belles solutions, on a assisté les gens. C'est sûr que, vous savez, quand les gens sortent toujours le côté mégantique. Oui, on l'a travaillé fort, mégantique, mais c'était dans un secteur donné. Là, au Québec, c'était partout au Québec qu'il y avait besoin d'aide. Donc, il a fallu vraiment repenser de la manière de faire. Et on a eu un forum, justement, extraordinaire avec tous les gens du milieu, que ce soit municipal, que ce soit les systèmes d'incendie, les préfets, les citoyens touchés pour trouver des manières, justement, de faire, pour améliorer la manière de faire pour le futur. C'est ça, justement, la prévention, là, ça a été un plan qui a été présenté. Il y a même des gens qui, en prévention, c'est un beau point que vous sortez, justement, il y a bien des gens qui vivent aux abords de rivières, aux abords de lacs. Et ils ont, l'eau va... Non, mais il faut que tu sois prêt à ça. Et je pense qu'on a, avec nos systèmes qu'on a préparés, les municipalités sont plus prêtes et les citoyens, maintenant, sont plus prêts si jamais il arrive un autre malheur. Mais espérons que ce malheur-là ne reviendra pas, mais avec le changement climatique, malheureusement, il faut y penser plus sérieusement. C'est ça, parce qu'on a été très gravement touchés. Oui, effectivement. Oui. Puis maintenant, plus au niveau côté international, vous vous impliquez à Laval, au Québec, mais vous êtes aussi impliqué beaucoup à l'international dans votre vie. Oui, bien, j'ai travaillé comme je vous disais tantôt, je suis un voyageur sac à dos, donc je suis une personne qui aime découvrir, qui aime voir les autres cultures, mais j'ai travaillé aussi pour les Nations unies. Donc, j'ai été 9 mois comme casque bleu aux Nations unies. J'ai travaillé en Haïti.
Et plus précisément, travailler avec 42 nationalités différentes. Donc, c'était aussi ça un défi parce qu'il faut vraiment partager, mais on n'a pas toute la même formation, on vient de milieux différents. Oui, bien effectivement. Donc, il y a beaucoup de choses à travailler là-dessus. Mais je veux dire de quoi, ça m'a grasé énormément, puis ça m'a appris beaucoup de choses. Et là-bas, bien, j'ai eu la chance, justement, d'avoir des collègues qui m'ont supporté. On a bâti une école qui s'appelle l'école Marc Bourque. Oui. Pourquoi Marc Bourque? Parce que Marc Bourque, c'est un policier de la GRC qui, malheureusement, a perdu la vie en Haïti. Ça s'est passé en 2005-2006. Et puis, un gars qui avait des bonnes valeurs, qui donnait vraiment. Mais écoutez, des fois, quand tu veux redresser un pays, les gens qui ne veulent pas que tu redresses ce pays-là, donc, font en sorte que, ils veulent nous faire peur. Mais là, dans ce cas-là, j'ai un de mes collègues qui a perdu la vie, malheureusement. Et quand on a bâti cette école-là pour 50 élèves, là, on a dit, il faut donner le nom le nom de en sa mémoire. Mais aujourd'hui, ça s'est amélioré, cette école-là, en plus. Les pompiers de Montréal qui ont agrandi cette école-là. Et puis, j'ai des collègues, un collègue de Québec, M. Lessard, qui, justement, qui n'a jamais arrêté de seconder cette école-là. Mais ces élèves-là, ils reçoivent une éducation gratuite. Parce que pour aller à une école en Haïti, il faut que tu payes. Et c'est ça que j'ai appris là-bas. C'est comme, voyons. Puis là, je me disais, si on veut redresser ce pays-là, il faut le redresser par l'éducation. C'est pour ça que je me suis dit, go, on fait une école. Puis, donc, c'est des policiers canadiens. Donc, chaque policier canadien me donnait de l'argent à chaque mois là-bas. On n'a jamais fait de collecte d'argent nulle part. C'est les policiers qui étaient en place, qui s'investissaient, et monétairement aussi. Puis, on suivait la construction de jour en jour. Et puis, moi, en tout cas, c'est vraiment... Je suis très heureux de voir que l'école fonctionne. Puis j'ai été la voir, justement, un peu plus tôt cette année. Et moi, j'ai amené mon épouse là-bas, puisqu'avant, elle ne pouvait pas être là parce que c'était trop dangereux. Et j'ai amené mon épouse pour la voir, cette école-là, qui est en montagne. Donc, il faut vraiment gravir une montagne, parce que ça ne se fait pas par la route, là. Ça se fait vraiment... Donc, les élèves doivent marcher quand même. Oui. Mais eux, là, je veux dire, c'est le quotidien, hein, c'est normal. C'est nous qui... Il faut s'habituer à ça. Mais mon épouse, elle a trouvé ça un peu... pas facile, je vous dirais, à monter. Mais je veux dire, quel beau accomplissement qu'on a eu là-bas en haut. Là. Puis le paysage là-bas aussi. C'est d'une beauté incroyable. T'sais. Puis l'école, c'est pour les enfants du primaire, comme le niveau, là? Primaire. C'est vraiment primaire. Nous autres, on veut vraiment... La base qu'on veut lui donner, c'est au moins qu'ils puissent savoir écrire, lire, être opérationnel, savoir compter. Parce que parce que moi, je faisais excusez l'anglicisme, mais du hiking, là, donc la randonnée en montagne, merci. Et puis, c'est là que j'ai réalisé que, les élèves, ils vont pas à l'école. Puis là, je commence à demander à un jeune, toi, est-ce que tu vas à l'école? Papa, il n'y a pas d'argent. Maman, pas d'argent. Là, j'ai rencontré les parents. Pourquoi? On n'a pas d'argent. Ça prend de l'argent. C'est cher aller à l'école? C'est vraiment une classe moyenne élevée, parce que moyenne, ça n'existe pas vraiment là-bas en Haïti. Donc, moyenne élevée, donc riches qui peuvent aller à l'école. Les gens qui n'ont pas d'argent, pauvres, ils n'ont pas d'éducation. Donc, c'est pour ça que je dis, on s'investit, on fait ça. Et il y a même un élève, quand j'ai retourné cette année, il est rendu à l'université. Et il m'a vu me voir, puis là, c'était de l'émotion à plein, parce que c'était un des élèves que j'avais vu dans le temps, en 2006, qui était de la petite école avec 45 élèves à peu près. Que vous avez comme un peu suivi. Oui, j'ai suivi complètement, mais vous savez, à distance. Et puis, mais j'étais vraiment fier de voir que ça a fonctionné. Donc, c'est ça. Et puis, c'est ça. Moi, je pense que je suis content. Juste le fait que l'école continue. Donc, ça fait un bout là, déjà, là, ça continue. Là. Donc, c'est intéressant de voir ça. Est-ce que vous vous impliquez encore à l'international dans d'autres projets? Ou écoutez, je suis toujours cette école-là, l'école Père-Vimon. Pas l'école Père-Vimon, excusez. L'école Marc Bourque. Je reviens avec mon ancienne école. Mais l'école Marc Bourque, je la suis. Puis, oui, effectivement, je contribue toujours financièrement là, auprès de cette école-là. Parce qu'il y a toujours des collègues qui font comme des tournois de golf ou des choses comme ça. Puis, ça me fait un grand plaisir de participer justement à ces levées de fonds-là. Puis, c'est ça, justement, avoir vécu des implications plutôt à l'international, ça doit vous compléter un peu comme dans votre vie politique?
Écoutez, plus qu'on apprend dans une vie, plus ça nous sert. Comme tantôt, je vous disais, le fait que j'ai été policier près de 30 ans à Laval, bien, ça me sert justement dans mon travail de politicien, ça me sert dans ma vie personnelle. Et c'est la même chose à l'international. Comme je vous disais, je fais aussi des voyages sac à dos, donc je me promène beaucoup. Mais toutes ces expériences-là, que ce soit au niveau policier, en Haïti, ou peu importe, ça m'a appris beaucoup. Donc, ça m'a approché de la communauté haïtienne et puis vraiment les comprendre, comprenez-vous? Parce que c'est bien beau faire un voyage, mais moi, c'est de vivre avec eux. C'est ça que j'ai aimé, de partager des choses avec eux. Et c'est de l'éducation. Ben oui, effectivement, c'est d'autres cultures. Mais quand j'ai travaillé aux Nations unies aussi, écoutez, avec 42 nationalités différentes, my God, d'une place à l'autre, ça change vraiment. Puis, des fois, nous, comme Québécois, on va regarder ça à l'international, qu'est-ce qui se passe, puis on va porter un jugement. Mais des fois, on ne comprend pas pourquoi c'est arrivé là, pourquoi ça en est rendu là. Pourquoi il y a justement cette idée-là. Oui, effectivement, pour nous, ça peut être farfelu, mais pour eux, non, c'est normal, il faut que ça soit comme ça. Donc, l'international, je pense qu'on... Et quand je rencontre des jeunes étudiants, je les vois à l'international s'impliquer, parce que j'en ai rencontré en Haïti qui se sont impliqués dans des organismes à but non lucratif. Je les félicite parce que vraiment, ils ont quelque chose qu'ils apprennent qu'ils ne peuvent pas apprendre à l'école. Vraiment, tu apprends ça sur le terrain. Puis vraiment, c'est wow. Moi, je suis content de voir ça à ce moment-là. Puis souvent, je me dis, moi, vous donnez le numéro de téléphone de mes parents pour les appuyer parce que mes parents ne sont pas sûrs, tu sais. Mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de bien. Et c'est quelque chose, comme je vous dis, pour moi, j'ai appris beaucoup, mais pour eux, qui sont plus jeunes que moi, c'est vraiment pour le restant de leur vie qu'ils apprennent. Ça a marqué. Totalement. Maintenant, on va parler d'un sujet qui vous tient aussi à cœur. Oui. Et c'est le prolongement de l'autoroute de la 19. Oui. Donc... Bien, écoutez, moi, le projet, depuis 2012. Moi, je t'ai élu en 2012. Oui. Dès que je t'ai élu en 2012, j'ai fait du porte-à-porte d'une manière incroyable, surtout dans le secteur Auteuil, où je voyais justement des gens se servir des petites rues de contournement, et ça devant des écoles primaires qu'on a dans Auteuil. Et moi, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Puis oui, les gens, ils vont m'écouter, ils vont dire, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, on ne les croit plus, on ne croit plus personne. Je pense que ça fait 9 fois qu'ils disaient... Oui, avec raison. Avec raison, les gens, là, à un moment donné, bien beau dire, ça va être construit, ça va être construit. À un moment donné, arrête, là, t'es comme les autres. C'est comme un peu la ligne de métro à Montréal. Ben, c'est ça, tu sais, c'est quand même une autre promesse électorale, une autre fois que c'est un politicien qui va nous dire. Bien, écoutez, pour soi ici, là, je veux dire, puis là, je dis aux gens, ayez confiance. J'ai tellement travaillé avec mes collègues de Laval, parce que je veux dire, oui, j'ai travaillé, c'est moi qui ai pris le dossier en premier, puis c'est moi qui pousse le dossier, mais je suis appuyé par mes collègues de Laval. On est 6 à Laval qui poussent vraiment ce dossier-là. Parce que oui, il faut vraiment désengorger la 19. Moi, la première chose, quand j'étais voir le premier ministre, et d'ailleurs, j'ai réussi à amener le premier ministre à porter l'épinglette que je porte actuellement, la 19. D'ailleurs, je la porte fièrement. Le premier ministre l'a portée, puis il me dit, Jean, je te dis, ça va se faire. Donc, moi, c'est juste ça. Moi, j'ai demandé bien des choses. Je n'ai pas demandé d'être ministre, je n'ai pas demandé d'être autre chose. Puis j'ai dit, moi, je veux la 19. Je veux pas... Oui, mais il dit, c'est de l'argent. Je sais, mais c'est ça que je veux. Écoutez, actuellement, là, la 19, le dossier de la 19, je ne sais jamais rendu au niveau qu'on est là. Là, vraiment, on est rendu. Dernièrement, j'ai remarqué, il y avait des gens qui se sont occupés de la géométrie, donc du carottage. Okay. On appelle ça du carottage, donc ils prennent l'échantillon du sol. Et aussi, il y avait des arpenteurs qui étaient là. Donc, ça s'en vient vraiment plus physique. Là, oui, là, c'est physique. Mais sauf que ça, ils font ça la nuit. Comprenez-vous? Donc, les gens, ils n'ont pas vu ça, ces choses-là, mais ça s'est fait. Donc, on est rendu la deuxième phase, je veux dire, à se terminer. Là, on embarque dans la troisième phase, qui est vraiment au niveau des soumissions. D'ici quelques jours, là, les soumissions vont sortir. Là, ça va être plus concret pour la population. Donc, vraiment, la 19, ça s'en vient. Écoutez, on est rendu aux soumissions. Donc, oui, les gens, ils vont dire, oui, mais la pépine n'est pas encore là. Oui, vous avez raison, la pépine n'est pas là. J'aimerais même bien en louer une ou en acheter une, puis en mettre une là, mais je ne veux pas jouer avec ça. C'est simplement, oui, ça s'en vient, c'est réel. C'est dans le PQI, donc c'est dans le programme québécois des aides d'infrastructure. C'est rentré, l'argent est là. Toutes les autres fois qu'on en a parlé, là, l'argent... Ça pas rendu aussi loin. Bien, l'argent n'était pas là. Bien, je peux bien vous dire, moi, vous achetez plein de choses, mais si je n'ai pas l'argent dans mes poches, là, c'est sûr que ça n'ira pas de l'avant. Donc là, on a l'argent.
est dans le PQI, c'est déjà là. Et déjà, on s'en va en soumission. Écoutez, je pense que ça ne peut pas être plus concret que ça. Mais c'est sûr que quelqu'un qui dit, oui, mais ça fait nombre d'années, vous nous mentionnez, dites-vous, ça ne s'est jamais rendu là, mais jamais rendu là. Et je vous dis, d'ailleurs, on a mis même des panneaux indiquant justement que le début commençait justement, l'étude était complétée. On y allait à la 3e étape des soumissions. Et 2020, on est dedans, là, vous savez, donc... Puis pourquoi, justement, le prolongement de la 19, ça vous tient autant à cœur? Bien, premièrement, c'est dans mon secteur, c'est dans Vimont. Oui. Et comme je vous dis tantôt, je veux dire, je le sais que les gens... Puis là, je sais que les gens de Montréal avaient peur un peu, puis bon. On a réalisé, avec des études un petit peu, que la majorité des gens qui vont prendre la 19 vont aller à Laval. Donc, le flux de circulation de Montréal ne devrait pas changer vraiment. Les gens, ils vont aller dans d'autres axes. L'autre affaire que je ne vous ai pas parlé, puis qui est super important, c'est le transport en commun. Parce que là, on va ajouter. Il va y avoir 3 voies à chaque côté. Donc, 2 voies pour les voitures, camions et tout, et une voie réservée pour le transport en commun, les véhicules verts et tout ça. Oui, les voies réservées, là. Effectivement, oui. Donc, ça va aller vite, 3 vite, 2, 3. Mais là, le transport en commun... Transport ou covoiturage, effectivement, qui va être justement dans ces voies-là. Mais il y a aussi, à Bois-des-Filions, il va y avoir des stationnements incitatifs pour que les gens puissent prendre l'autobus à partir de là, on va pouvoir les amener jusqu'au métro. Donc, juste là, parce qu'il faut donner d'habitude aux gens peut-être de quitter un peu les voitures, parce que c'est bien beau élargir les autoroutes, et de tout faire ça. Mais à un moment donné, il y a une limite à tout ça, là, vous savez. Donc, moi, je pense qu'il faut donner des habitudes hautes à la population. Donc, le covoiturage, je vais parler du covoiturage, c'est une très bonne solution, le covoiturage. Mais aussi, ceux qui n'ont pas quelqu'un embarqué avec eux, disent, bien, regarde, moi, je vais stationner ma voiture à Bois-des-Filions. Je prendrai à ce moment-là l'autobus de transport en commun et qui va m'amener directement. Donc, c'est ça, il faut orchestrer. Là. Il y a le REM aussi qui s'en vient, il y a tout ça, il va tout falloir travailler ça ensemble. Mais je vous le dis, la 19, c'est un projet qui est là. Les gens vont le voir, là. Puis d'ailleurs, dès que les soumissions vont pouvoir sortir, j'en enverrai même une copie. Bon. Ça va me faire un grand plaisir de vous l'envoyer. Mais ça, c'est dans les prochains jours. Je suis juste ici un peu trop tôt, parce que si on a retardé notre rencontre, peut-être dans une semaine ou 2, j'aurais pu vous montrer peut-être ces soumissions-là. Puis justement, pour revenir un peu à la circulation, en ce moment, Laval vit quand même une problématique au niveau du trafic. Donc ça en est une belle solution. Oui, parce que, je veux dire, les gens qui prennent le boulevard de Laurentides, moi, je le vois, là, mon bureau sur le boulevard de Laurentides, donc je le vois, puis je suis toujours sur le boulevard de Laurentides, donc je le vois, moi d'un. Les gens empruntent beaucoup le boulevard de Laurentides pour se rendre à Bois-des-Filions, ou encore, ils vont prendre la 19, puis là, ils vont être arrêtés par le trafic. Mais moi, je pense qu'en mettant ça en place, la 19, puis justement, ça va être concret. Je vous dis, en 2020, les gens vont le voir là, de vue. Là. C'est vraiment, ça va débloquer vraiment. Mais là, il faut dire que ça ne sera pas opérationnel en 2020. Là, les gens, s'ils se disent, oui, mais en 2020, non. Ouais. On va laisser la chance de la construction se faire aussi. Quand même, tout de même, il faut donner une chance à ça. Mais au moins, les gens, ça va être concret dans leur tête. Ils vont voir les gens qui construisent l'autoroute en action et tout. Mais comme je vous dis, c'est déjà en action parce que déjà, la géométrie a commencé, donc le carottage est fait. Les arpenteurs ont fait le travail parce que ça prend tout ce travail-là pour pouvoir faire les soumissions. Et puis, après ça, les soumissions vont sortir dans quelques jours. Après ça, il faut attendre un 30 jours parce que là, il faut voir qui est correct là-dedans. Et après ça, bien là, il faut négocier aussi avec celui qui a gagné la soumission. Et donc, après ça, bien, ça va s'emboîter. Là. Mais je vous ça dis, peut aller quand même assez... ça va être récent. Là. Je veux dire, ça s'en vient. Et c'est pour ça que j'ai hâte qu'il y ait quelque chose, parce que je vous en parle aujourd'hui, mais les gens, tant si longtemps que ça ne sera pas concret sur le terrain, et j'y comprends. J'y comprends, parce qu'à force de te faire dire, écoute, ça s'en vient, puis ça n'arrive pas, à un moment donné, ils perdent confiance. Mais je vous dirais, cette fois-ci, écoutez, c'est le dossier que j'ai mis... plein mon énergie totalement. Et justement, je remercie d'ailleurs mes collègues de Laval de m'avoir secondé là-dedans parce que, écoutez, quand tu t'en vas voir le premier ministre, même le premier ministre, il se promenait, des fois, je le rencontrais au Parlement, puis il me disait, oui, 19. Je disais même plus un mot, là. Il me regardait, oui, Jean. Vous avez changé pour 10-4 pour 19. Oui, c'est ça. Donc, j'étais rendu M. 19 quasiment au Parlement, mais c'est correct parce que moi, j'étais un gars tenace et puis...
je pense que l'équipe l'ont vu. Puis, un autre beau projet qui s'en vient dans votre circonscription, c'est la modernisation de l'hôpital de la Cité de la Santé. Il y a aussi les super-cliniques, les rendez-vous santé. Donc, les gens, c'est bien pour la population. Ils vont pouvoir... Bien, écoutez, c'est sûr que la population de Laval a grandi. La population de Laval, Cité de la Santé, ça fait déjà un époux qui a été construite. Moi, je m'en rappelle, puisque, comme je vous disais, j'étais policier. Et au début de la Cité de la Santé, j'étais sur les ambulances. Je n'ai pas été longtemps sur les ambulances parce que c'était des station wagons, excusez l'anglicisme, mais c'était des station wagons, puis on faisait le transport. On n'était pas formés autant que les ambulanciers d'aujourd'hui, mais on faisait le transport pareil. Puis je me rappelle d'avoir fait des transports, justement, à la Cité de la Santé. Donc, on recule de loin. Et puis, oui, elle a besoin d'un rafraîchissement. Elle a besoin, c'est une modernisation vraiment complète. Et puis, c'est pour ça qu'on a un 10 millions qui a été autorisé, justement, pour réaliser le dossier d'opportunité. Parce que, oui, faut devenir autonome, Ville-Laval, vraiment. Donc, il faut agrandir la Cité de la Santé. Je ne sais pas si vous connaissez la grosseur de Maisonneuve-Rosemont, mais Gaétan Barrette, le ministre, il me disait, Jean, ça va ressembler un petit peu à la grandeur de Maisonneuve-Rosemont. Donc, 500 lits. C'est pas peu. L'hôpital va grossir, va grandir, c'est pour ça que le dossier d'opportunité, il est là, lui, pour faire l'étude, comment ils vont le faire. Donc, moi, d'après moi, il va y avoir des étages qui vont s'additionner aussi, là, mais on a encore du terrain aussi. Donc, comment ils vont le faire, ça, je ne peux pas vous dire, je ne suis pas un architecte. Puis me laisser aussi les gens de la Cité de la Santé de dire leurs besoins, parce que c'est tout ça, ça va être pris en compte. On veut ramener tous les problèmes de psychiatrie qui se retrouvent à Montréal ou un peu partout. On va les ramener chez nous. Donc, on veut vraiment devenir... Il faut avoir un hôpital chez nous autonome, vraiment tous les services. Déjà, que la population puisse tout avoir à la même place. À proximité. Oui, donc, moi, c'est sûr, je suis content, mais c'est à Vimont. Donc, moi, je suis content parce que la population de Vimont n'a pas loin à faire. Mais il y a aussi 6 super-cliniques qui s'ajoutent à ça pour vraiment donner un service vraiment extraordinaire à la population. À la dernière campagne électorale, on avait parlé qu'on était pour avoir 4 super-cliniques. Ils vont, on en a 6. Donc, comprenez-vous, donc on l'a même dépassé, qu'est-ce qu'on avait dit. Mais tout ça, c'est pour justement donner un service adéquat pour les fins de semaine et tout. C'est sûr que là, il faut que la population nous aide un peu parce que les gens, moindrement, qui ont une blessure, sont portés à aller tout de suite à la Cité de la Santé, à l'hôpital, mais peut-être de regarder un petit peu à la clinique près de chez vous. Il y en a maintenant d'ouvert le soir à la fin de semaine. Les rendez-vous santé. Oui, effectivement, Info Santé. Vous avez juste à vous informer, voir à quelle place il y a de la place. Vous pouvez prendre le rendez-vous, là, super facilement. Et ça a commencé à Laval, en projet pilote. Comprenez-vous? On fait bien des choses à Laval, ça, comprenez-vous? Donc, ça s'est fait à Laval. Et puis là, bien, ce projet-là a été répandu à la grandeur du Québec. Mais tout ça, c'est pour donner un meilleur service à la population. Avant, on parlait toujours, j'ai pas de médecin de famille. Bien, vous dites, avant, là, je vous dirais, 2012, 2013, 2014, j'avais beaucoup de téléphones de gens. J'ai pas de médecin de famille, j'ai pas de médecin. On n'en a plus. Je vous dis pas que tout est réglé, là. Puis là, je vous dis pas que tout est parfait. Et je ne vous dis pas que tout est parfait dans le système de la santé, là. Ça serait de mentir dire ça. Par contre, je peux vous dire que depuis 2014 à aujourd'hui, ça s'est amélioré grandement. Donc, oui, il y a encore du chemin à faire, mais puis il y aura toujours du chemin à faire parce que la population vieillit. Au niveau des techniques médicales, ça s'améliore, donc ça prend des nouveaux instruments, donc il faut investir là-dedans. Mais je peux vous dire qu'à Ville-Laval, on peut être fier de notre Cité de la Santé, on a un service incroyable. Malheureusement, j'y vais régulièrement avec mon père, parce que mon père, il va sur une base régulière, puis moi, je rencontre souvent le personnel qui se donne d'une manière incroyable. Et puis oui, il faut leur donner les outils nécessaires pour pouvoir continuer justement à donner un service comme ça. Donc, je pense qu'on est bien parti au niveau de la santé à Ville-Laval. C'est quand même un beau projet. Écoutez, un projet important parce que, je veux dire, le budget total du gouvernement, la majorité, va en santé. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ça. Je ne sais pas si vous avez regardé la dernière annonce qui, au niveau du donation de rein, que Gaétan Barrette a annoncé. Moi, j'étais un ancien président de la Fondation canadienne du rein, donc c'est sûr que moi, j'ai regardé ça un petit peu plus proche. Mais quelle avancée! Les gens qui sont atteints de maladies du rein vont avoir plus de chances d'avoir une facilité d'avoir un rein plus facilement. Parce que la dialyse, vous savez, quand tu vis de la dialyse ou quand tu vis là-dedans, c'est pas évident. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie de votre temps. C'était intéressant. Ça fait plaisir. Merci. Merci à vous. Merci.